Depuis le début des années 70, le Sénégal, à l'instar des autres pays de la sous-région, fait face à la dégradation de ses ressources naturelles. Pendant longtemps, les réponses données à ce problème ont mis l'accent sur des solutions techniques externes qui ont souvent ignoré ou insuffisamment mis en valeur les pratiques et savoirs locaux. Or, les populations ont toujours conçu et mis en œuvre de manière consensuelle des règles et codes de conduite, souvent tacites, dont le respect par les différents acteurs et utilisateurs des ressources naturelles ont permis une gestion durable de ces dernières. Fort heureusement, on note une prise de conscience de plus en plus forte sur l'importance de ces règles locales et sur la nécessité de leur meilleure prise en compte dans les programmes et politiques de gestion des ressources naturelles. L'intérêt de ces expériences est qu'elles s'appuient essentiellement sur la mise en défense et entraînent par conséquent très peu d'investissement. Nous sommes allés à la rencontre de 4 expériences novatrices dans les régions de Kolda, Fatick, Kaolack et Louga. Les populations de la communauté rurale de Sakar, située dans la région de Kolda, ont mis à profit l'intervention de Wulanafa en rapport avec le service forestier pour initier un plan d'occupation et d'affectation des sols. Les membres de Wulanafa et les services techniques de l'administration qui se sont retrouvés pour voir les règles que nous avons exposées et voir avant la validation quelle adéquation, quelle articulation peut-on trouver entre ces règles et les lois en vigueur de la décentralisation au Sénégal. À Djilor, dans la région de Fatick, la convention locale mise en place pour restaurer la forêt communautaire de Djifa bénéficie de l'accompagnement de l'UICN. C'est l'UICN qui nous a appuyés et accompagnés. L'organisation compte en son sein des experts dans la gestion des forêts. C'est eux qui ont rédigé le document qui synthétise les résultats de nos 10 forums. Toujours dans la région de Fatick, la convention locale de Sambadé est devenue le type d'exemple dans la sous-région. Nous avons discuté ensemble de faire un code de conduite qui approche dans les lois forestières. Compte tenu de cela, nous avons 1045 hectares là où nous avons 1045 hectares. Si on parle de l'au-delà avant les codes de conduite ou bien avant, même que nous avons au niveau du conseil rural, il y avait des difficultés. Parce que ces difficultés, parce qu'il y avait des braconniers qui voulaient massacrer la forêt, mais nous avons vu que vraiment pour revenir, il nous faut un code de conduite bien précis. À l'image de celui de Sambadé, le Prodel appuie également la convention locale de Mbadakhoune dans la région de Fatick. Dès le début de l'élaboration du plan, les femmes ont été impliquées pour qu'elles donnent leurs opinions. Nous sommes celles qui y allons le plus souvent et qui connaissons les plus grandes difficultés. Au nord, dans le département de Linguère, la gestion de l'unité pastorale de Uniféré est l'exemple novateur de convention locale. Ces différentes initiatives ont été mises en place à travers un processus participatif impliquant les différents groupes d'acteurs. Lorsque le papel est arrivé, ce sont nous qui les avions reçus. Nous avons mobilisé une forte délégation jusqu'à Vélingara, qui a rencontré le sous-préfet. Ensemble, nous avons signé le protocole d'accord. Se préoccupant du sort de leur forêt, les chefs de village ont élaboré ensemble une demande à l'UICN pour la conservation et la restauration de la forêt communautaire de Djifa. Mbadakhoune a suivi le même processus dans l'élaboration de sa convention locale. Nous devons restaurer la forêt. Alors, nous avons élaboré une charte qui définit les conditions d'exploitation. Les premiers à s'engager dans cette perspective ont été les éleveurs, car c'est eux qui souffraient le plus de la dégradation avec la mort de leurs animaux. Les femmes aussi souffraient. Elles faisaient de plus longues distances pour trouver le bois.
Du coup, au lieu de collecter un fagot à la fois, elle en faisait 6 pour les stocker. Donc, ces deux groupes souffraient beaucoup. C'est ainsi que la communauté rurale, qui a la responsabilité du bien-être des populations, nous a appuyés. Nous avons organisé des rencontres successives et avons élaboré pas à pas la convention locale. À Uniféré, les éleveurs ont joué un rôle important dans la mise en place de l'unité pastorale. Le plan de gestion nous est personnel. Lorsque le Papel est arrivé dans la localité, il nous a interpellés en nous disant que leur domaine d'intervention est l'élevage. Étant donné que vous êtes des éleveurs, nous devons vous demander quelles difficultés rencontrez-vous. C'est alors qu'après une rencontre de tous les habitants de la localité, que nous avons trouvé que l'eau constitue notre principal problème. Les ressources naturelles sont particulièrement importantes. En fait, la survie au quotidien des populations dépend souvent de la faune et de la flore. Dans la zone de Sakar, le bambou est exploité et transformé en panneaux de crintin. Ensuite, ces crintins sont exportés et commercialisés dans certaines grandes villes du pays. À Uniféré, ce forage est le lieu de convergence de toute la population à la recherche du liquide précieux. Ce point d'eau constitue le cœur de l'unité pastorale. Son marché hebdomadaire de bétail constitue un haut lieu d'échange intense entre les habitants et autres commerçants venus des 4 coins du Sénégal. Ces différentes conventions locales s'appuient sur des règles collectivement définies par les différents utilisateurs des ressources naturelles. On nous a confié la surveillance, la protection des ressources naturelles de la forêt, à savoir les arbres, l'eau, le bétail et la terre. Tous ces aspects sont pris en charge par la Convention et nous veillons à son respect. Les règles que nous avons retenues, c'est que personne ne coupe, personne n'amène une hache dans la forêt avec le pâturage. Quand je l'ai dit aux éleveurs, ils se sont demandé si cela était réaliste. Je leur ai dit de faire un essai. Puisque c'est le président de la communauté rurale et ses conseillers qui le veulent, nous n'avons qu'à essayer. Qui vivra verra. Eux comme nous tous sont des éleveurs. Nous 4 avons parlé ensemble. Grâce à Dieu, toutes ces pratiques sont désormais interdites. La coupe, le ramassage et le pâturage. Nous protégeons pour éviter une destruction de la nature. Des organes chargés de gérer la convention locale ont été mis en place. Nous, comité de surveillance, normalement, nous, le comité de surveillance, nous avons pris notre propre initiative en instaurant les jours de garde pour protéger notre forêt. La garde se faisait à tour de rôle selon les groupes de personnes. À la fin de la semaine, nous élaborons un plan de suivi. Les jours de garde, c'est du lundi au dimanche, suivant le calendrier. Suivant le calendrier, nous, comité de surveillance, ici, le comité villageois de lutte contre les feux de brousse ouvre des pare-feux. C'est une voie de 5 à 25 mètres de largeur, dégagée de toute végétation et empêchant le passage du feu. Dans la communauté rurale de Sakar, Aliou Baldé fait partie du dispositif central de gestion des ressources naturelles. Au niveau de la communauté rurale, nous nous sommes rencontrés là-bas à plusieurs reprises pour avoir des règles. Maintenant, pour participer à ces pare-feux-là, si un seul membre du village refuse de participer à l'extinction du feu ou bien à l'établissement, à la pratique de ces pare-feux-là, il a une amende de 1000 francs. En cas de divagation d'animal, de bétail, de moutons, de chèvres et de d'ânes, il y a une amende de 2000 francs que la convention locale a prévue. Le vol du bétail, c'est un problème très délicat. Il est interdit dans la zone de Sakar de se promener avec un animal la nuit. C'est pour essayer de lutter contre le vol de bétail. Il faut donc circuler en pleine journée avec l'animal et maintenant avoir de laisser passer. À Difa, le suivi et l'identification des espèces fait partie du quotidien de Sambassar. Pour cela, il s'appuie sur les caractères morphologiques simples
telles que la couleur des feuilles, pigmentation, taille. Autrement dit, les caractères observables à l'œil nu. Dans ce processus, ils sont parfois accompagnés par les agents des eaux et forêts. Les structures d'appui à ces différentes expériences partagent le même souci d'assurer la pérennité et la durabilité des actions initiées. On va se référer aux textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion des forêts au Sénégal. Mais le texte de base, c'est la convention locale. Et derrière tout ça aussi, il y a l'appui. Il y a l'appui que les différentes institutions ont apporté, notamment l'UICN, qui a été un peu le moteur principal de tout ce processus-là. Le besoin d'avoir des organes qui prennent en charge ces mesures-là, leur application, leur suivi et leur évaluation. C'est comme ça que l'idée est sortie de créer 3 comités. Un comité de surveillance de la forêt, un comité de prévention et de gestion des conflits et un comité de supervision. Avec UICN, nous avons fait des visites d'échange, nous avons pris les populations de la forêt de Difa et d'Ngalou, nous avons été à Sambandé, à côté de Sosé-Sago. Elles ont vu d'elles-mêmes l'intérêt des conventions locales. Vous avez vu nos mises en défense ce matin, nous n'avons pas de grillage. On a dit le grillage, c'est dans la tête des gens que ça doit se passer. Donc il ne faut pas mettre de grillage pour préserver un espace. Il faut laisser les gens libre accès et les animaux aussi libre accès, mais que chacun ait un comportement qui est décent par rapport à la nature, par rapport à ces espaces protégés. Et c'est pour ça que la direction s'est félicitée de ça, a incité, donc toutes les inspections ont eu à participer à un atelier où on a donner un peu ce concept de convention locale, ce concept d'air mise en défense. L'élaboration des cartes de la communauté rurale, des cartes d'affectation des sols, des cartes des infrastructures et des différentes cartes qui composent le plan d'occupation et d'affectation des sols a permis, primo, de géoréférencier l'ensemble des villages de la communauté rurale. Aujourd'hui, on sait que la communauté rurale de Sakar compte 38 villages et au départ, avant le plan d'occupation et d'affectation des sols, la communauté rurale n'avait que 30 villages. Donc là, à ce niveau, beaucoup de villages installés par les autres communautés rurales ont été récupérés par la communauté rurale de Sakar. Également, tous les villages de la communauté rurale de Sakar maîtrisent leur terroir agricole. Le pastoralisme qui se fait dans la zone sylvopastorale nécessite 2 choses fondamentales, l'eau et le pâturage. C'est pourquoi donc on s'est dit qu'il faudrait que ces ressources naturelles soient gérées de façon optimale pour permettre aux populations de mener leur activité principale. Et cette gestion ne peut se faire que de proximité. Ce sont les populations qui habitent dans la localité qui sont les mieux placées pour gérer ce qu'on appelle les ressources naturelles, l'eau et les pâturages. Alors, c'est dans cette idée que nous sommes venus dans ce village appelé Younou-Ferré, et au niveau du point d'eau central, nous pouvons donc dire que l'unité pastorale, c'est l'ensemble des personnes qui habitent dans cet espace et qui utilisent les mêmes points d'eau et qui utilisent également les mêmes pâturages. Des volets d'accompagnement sont mis en place pour permettre aux populations d'améliorer leurs conditions de vie. Dans le Ferlo, à Younou-Ferré, Ankar encadre les femmes dans les périmètres maraîchers aux alentours des points d'eau. On n'arrivait pas à s'approvisionner en légumes. Même si on en avait, c'était grâce au marché hebdomadaire. Par la suite, Ankar est venu pour nous appuyer dans le domaine des cultures maraîchères. Et maintenant, notre condition de vie s'est améliorée. Pour éviter les coupes abusives du bois dans la forêt, le Prodel a mis en place un programme de foyer amélioré, communément appelé fourneau ban ak souf. Cette technique est adoptée dans tous les foyers. À Oudugar, les fonds générés par la mise en œuvre des activités de la Convention ont permis de financer la production de pain de singe et de se lancer dans la transformation de bouillie. Ce programme est initié par le programme USAID Woolanafa. Étant donné que la gestion des ressources naturelles est une compétence transférée, quelles sont les différentes articulations possibles entre les conventions locales et les lois sur la décentralisation?
On a noté une parfaite articulation entre la convention locale, la forêt de Gifa, et les textes en vigueur qui règlent la décentralisation locale. La convention, en tout cas, nous l'acceptons, puisqu'elle ne contredit pas la réglementation émanant surtout de la régionalisation qui est consacrée par la loi de 1996. Les forêts sont gérées par les eaux et forêts. Donc si nous prenons des initiatives en tant que communauté rurale, sans prendre langue avec les techniciens, nous pouvons faire des erreurs. Nous les avons donc associés et organisé des journées d'études pour voir ce que l'État a signé au niveau national, sous-régional et international. Donc il n'y a aucune incohérence avec ces textes. Donc à tel point qu'il y a une coïncidence, c'est simplement un outil de gestion dans lequel les populations harmonisent des points de vue avec les services de l'État, des conduites dans les méthodes même de gestion des ressources naturelles. Le service forestier est chargé de la mise en œuvre de la politique forestière nationale. À ce titre, les agents des eaux et forêts jouent un rôle central dans le dispositif de mise en œuvre des conventions locales. Le programme nous a impliqués, vraiment ça le mot est tout à fait juste, dans tout le processus qui a conduit à l'élaboration de plans d'occupation et d'affectation des sols au niveau de la communauté rurale de Sakar. Toutes les règles qui ont été définies dans la convention locale sont en conformité avec le code forestier. Les idées contenues dans leur convention, c'est des idées qui émanent d'elles. Donc, on a laissé l'entier responsable de réfléchir pour voir les facteurs qui ont contribué à la dégradation de leur forêt et les solutions qu'il faut prendre maintenant pour restaurer cette forêt-là. Donc, toutes ces idées-là, sous l'encadrement des techniciens comme l'UCN et les eaux et forêts, émanent de ces populations-là. Notre présence était tout simplement là pour ce qui est pris comme décision soit conforme à la réglementation forestière. On a reçu la convention locale bien avant même son approbation au niveau du conseil rural. Et il faut dire également que juste après l'élaboration d'une demande faite par l'ensemble des chefs de village, des quatre villages qui entourent cette forêt-là, donc c'est en ce moment-là que l'ICN nous a saisi comme quoi que donc ils ont reçu de la part de ces populations-là une lettre qui demandait à l'ICN son appui dans la gestion communautaire de cette forêt-là, qui est une forêt vraiment traditionnelle. Et juste après donc, la réception de cette lettre, ils sont venus vers les services techniques que nous sommes. Ils nous ont impliqués, donc, je peux dire, sur l'ensemble des activités qui ont été menées dans le cadre de cette collaboration. Les acteurs sont unanimes à reconnaître les impacts positifs des conventions sur la restauration des écosystèmes et la biodiversité, la génération des revenus ou la réduction des conflits. On a aussi constaté beaucoup de changements, par exemple sur le plan organisationnel. Bon, auparavant, les GIE, les groupements qui étaient là, ils marchaient dans l'informel, quoi. Donc avec la convention, ils se sont réorganisés, ils ont approché vraiment la législation de la convention pour mieux connaître vraiment leurs prérogatives. Et avec leur organisation, ils ont pu avoir des retombées parce que personne ne fait vraiment ce qu'il veut. Donc avant de faire quoi que ce soit, il faut contacter la communauté qui marche sur des règles préétablies par la convention. Donc l'organisation aussi s'est améliorée au niveau des groupements. Avant, on était très fatigués. Maintenant, depuis l'arrivée de la convention locale, nous les femmes avons constaté une augmentation de nos productions parce que les éleveurs gardent désormais leurs troupeaux loin des rizières jusqu'après les récoltes. L'intérêt principal de la convention, c'est le domaine, la terre. Parce que autant la terre ici au Pakao, bon, on connaît que c'est la terre appartenance à des familles. Mais avec la convention,
les services techniques nous ont vraiment initié à connaître les lois de la décentralisation. D'où on savait actuellement que tout un chacun de la communauté rurale sait que la terre n'appartient à personne. C'est seul le conseil rural qui peut gérer, qui peut attribuer, ou bien qui peut affecter ou bien désaffecter une terre. On doit couper 100 hectares. Il n'y a pas longtemps, en période de préparation de la Korité, je leur ai donné 350 000 francs en argent qui vient du charbon. Par solidarité à la communauté, nous pouvons avoir 75 millions chaque année. Sur 100 francs qu'ils ont, 60% appartiennent déjà au village qui les protège. Les 60%. 7% pour le conseil rural, il mettra dans son budget. Voyez-vous, c'est intéressant. Ce qu'ils ont trouvé sur le terrain, ils s'en bénéficient plus que le conseil rural. Ça, c'est pour les retenir. C'est sur l'avenir des jeunes qui vont dans... Voilà, vous les voyez. Ils devaient aller à Bourg, ils devaient aller à l'extérieur, ils devaient prendre les pirogues. Mais aujourd'hui, ils sont restés sur le terrain. Il y a 8 parcelles. Donc, suite à l'étude qu'on a fait sur la ressource, parce que ça aussi, ça dépend de la ressource, de la régénération de la ressource. On a constaté que pour l'acaciacéale, pendant 8 ans, il peut revenir donc à son état, à l'état normal, l'état exploitable. Donc c'est pourquoi on a divisé les parcelles en 8 parcelles. Donc chaque parcelle doit être exploitée par année. Donc chaque année on exploite une parcelle. Donc à la 8e année on revient à la première parcelle. Donc ça veut dire qu'il y a une continuité. Les éleveurs et les cultivateurs avaient toujours des problèmes entre eux. Actuellement, avec la convention locale, la gestion de l'unité pastorale a réglé tous ces différends. Les comités villageois de gestion procèdent à une délimitation claire des parcelles cultivables sous la supervision de la commission domaniale. Malang Sonko, président de la commission environnement dans la communauté rurale de Sakar, nous montre le travail effectué par cette commission. Les conventions locales sont d'un intérêt énorme. Aujourd'hui, le lien gestion des ressources naturelles, création de richesses et lutte contre la pauvreté est bien établi dans les zones. Il apparaît au terme de ce périple que les conventions locales offrent de réelles opportunités pour une gestion plus durable de nos ressources naturelles. C'est pourquoi la réflexion menée actuellement à l'échelle du continent sur la création d'un bouclier vert pour freiner l'avancée du désert devra nécessairement prendre en compte ces pratiques locales novatrices et efficaces.